de mon côté. Alors, hop, est-ce que c'est bon? Donc, ouais. Bonjour à tous. Mensa Poitou-Charentes est heureux aujourd'hui de vous proposer deux mini-conférences et je laisse la parole au premier conférencier. Donc, bienvenue Florian Prudence, à toi. C'est moi. Bon, bonjour à tous, mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'informatique verte, aussi connue sous le nom de Green IT. Donc, rapidement, je peux me présenter très vite. Du coup, je m'appelle Florian et j'ai 26 ans et je suis étudiant en alternance au CNAM de Valenciennes pour obtenir le titre d'ingénieur en informatique. Donc, en fait, le contexte de cette présentation, du départ, c'était un projet. En fait, l'idée, c'était dans le cadre du diplôme d'ingénieur, c'était un travail de recherche et de synthèse sur un sujet qui nous était inconnu. Donc, dans la liste, j'avais vu l'informatique verte qui m'avait pas mal plu, donc j'ai travaillé là-dessus. Et donc, c'est voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce que le Green IT, en fait? Qu'est-ce que l'informatique verte? Alors, il faut savoir qu'en fait, l'informatique, c'est quelque chose qui a un impact non négligeable sur l'environnement et sur la planète. Et ça a toujours eu un impact, mais depuis quelques années, c'est un impact de plus en plus important. Par exemple, on peut voir qu'en 2019, selon le site de greenIT.fr, l'impact de l'informatique, il est environ 3 fois supérieur à celui de la France en 1 an. Donc, en termes d'impact en général, donc ça peut être le dégagement de CO2 et l'impact sur l'environnement. Donc, on voit aussi que ce chiffre, il est en constante augmentation chaque année. Et on prévoit un doublement de ce chiffre d'ici 2025. Donc voilà, c'est quelque chose qui évolue, c'est un problème qu'il faut absolument, dans nos contextes actuels, qu'il faut absolument traiter. Donc, pour mon probatoire, en fait, j'avais travaillé sur 3 axes. Donc, le premier, c'était comment on pouvait faire pour créer du matériel informatique qui serait plus éco-responsable. Donc, par exemple, comment concevoir des puces informatiques qui consommeraient moins, comment faciliter le recyclage, ce genre de choses. Et ensuite, j'étais parti dans le grand 2, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est comment on réduit l'impact du logiciel sur l'environnement. Donc en fait, le grand 1 était sur l'aspect matériel, le grand 2 est un peu plus sur l'aspect logiciel, en fait, qu'on sous-estime très souvent, mais qui en fait est très très important parce que le logiciel fonctionne sur du matériel. Donc ce qui va aller consommer de l'électricité, c'est quand le logiciel tourne. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et j'avais abordé un 3e point, c'était sur comment on pouvait faire pour changer notre façon de consommer numérique au quotidien. Donc c'était plus sur un aspect socio-économique, donc des choses comme le droit à la réparation, l'obsolescence programmée, ce genre de choses. Et est-ce que c'était possible d'avoir des fabricants de matériel éco-responsables qui pouvaient, et est-ce que c'était viable économiquement? Donc c'était plus quelque chose ancré un peu plus sur le côté business. Donc je voulais faire en fait quelque chose d'un peu pluridisciplinaire sur le sujet. Et enfin, j'avais terminé sur une ouverture, en fait, on cherche avec le Green IT à baisser l'impact de l'informatique sur l'environnement, mais on peut aussi faire en sorte que l'informatique, à son tour, aide d'autres secteurs à réduire leur impact sur l'environnement. C'était vraiment le sujet d'ouverture de fin. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur un aspect en particulier, ça rejoint le grand 2, donc sur comment réduire l'impact du logiciel sur l'environnement. Et en particulier, on va s'intéresser à l'impact du web sur l'environnement. En fait, on se rend compte qu'en 2019, il y a une étude qui est sortie d'un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui disait que 3,7% des émissions mondiales de CO2 étaient émises par le web, en fait, par Internet, et toutes les activités qu'il y avait autour. Donc, on se rend compte que c'est un chiffre quand même assez impressionnant, puisqu'il égalise celui de l'aviation, qui est quand même réputée pour être très, très polluante. Et encore une fois, on prévoit un doublement de ce chiffre d'ici 2025. Donc, on peut se poser plusieurs questions, et on va essayer de trouver des facteurs, en fait, pourquoi. Donc, on va traiter les 3 facteurs suivants. On va commencer par l'explosion du nombre d'internautes. Ensuite, on parlera de ce qu'on appelle l'obésité du web. Donc, j'expliquerai ce terme un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier, c'est la vidéo en ligne. Donc, c'est ces 3 aspects-là. Mais d'abord, on peut peut-être essayer de comprendre pourquoi utiliser Internet, ça a un impact sur l'environnement. Pourquoi? En fait, lorsque vous allez sur Internet, vous consommez déjà de l'énergie sur votre ordinateur, tout simplement pour faire
téléphone ou peu importe ce que vous utilisez, vous consommez de l'énergie pour le faire fonctionner, mais aussi vous interrogez ce qu'on appelle des serveurs qui se trouvent assez loin de vous. Et en fait, ces serveurs-là, vous leur demandez des informations, peut-être par exemple une recherche Google, vous allez demander des informations sur ce que vous avez tapé. Et ensuite, cette information, elle va devoir transiter sur un réseau, sur le réseau Internet. Et tout ça, ça a un coût en énergie et qui est assez important le temps qu'on vous réponde et le temps tout simplement que les informations transitent, quoi. Donc, on comprend un peu pourquoi le web a un impact sur l'environnement. Alors, on va commencer par l'explosion du nombre d'internautes. Donc, je vous montre ce graphique qui vient de l'ONU. Donc, en fait, c'est le ITU, c'est International Telecommunication Union, donc l'Union des télécommunications internationales. C'est une organisation de l'ONU qui nous montre qu'en fait, le nombre d'utilisateurs d'Internet ne fait que de croître ces dernières années. Donc, en 2005, pardon, on était à peu près à 1 milliard d'utilisateurs et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est à peu près à 5 milliards d'utilisateurs, ce qui est quand même pas rien, avec une croissance qui continue, qui est très soutenue. Donc, on a à peu près 60% des gens aujourd'hui qui ont accès à Internet. Donc, 60% de la population mondiale, ça fait beaucoup de personnes. Et ça continue à augmenter, ça va continuer à augmenter. Tout simplement parce qu'on a des pays en développement qui s'équipent massivement à Internet. Je pense à l'Inde et aux pays d'Afrique notamment, et la Chine encore, dans les campagnes, qui commencent à se développer beaucoup. Et évidemment, c'est assez compliqué de permettre à ces gens d'utiliser Internet sans avoir d'impact, parce qu'en fait, en 2020, on avait seulement 28% de l'énergie produite par toute l'humanité qui était renouvelable. Et tout le reste, c'était des énergies fossiles, donc des énergies polluantes et fossiles. Donc évidemment, c'est impossible d'absorber la hausse du nombre d'internautes de cette façon. Et on se rend compte que même si, évidemment, la consommation Internet des pays en voie de développement elle est plus faible que dans les pays développés, parce qu'ils y ont moins accès, parce qu'aussi ils s'en servent moins dans la vie de tous les jours, le fait que ces pays utilisent des énergies fossiles, c'est notamment le cas dans les pays en voie de développement, notamment avec du charbon, qui est l'énergie la plus polluante qui existe. En fait, ça pose un problème et ça pose un problème de création de CO2 en fait notamment. Et cette production d'électricité dans ce pays-là, elle est beaucoup plus polluante que dans les pays développés. Et aussi également parce que les centrales sont moins modernes, n'obéissent pas aux mêmes normes et ont un rendement beaucoup moins important que dans les pays développés. Donc de ce fait, on a une énergie qui est beaucoup moins verte en fait. Mais bon, bien sûr, c'est impossible d'imaginer qu'on puisse priver d'accès à Internet des pays en voie de développement, parce que déjà, pour développer un pays, il faut Internet, et également parce que depuis quelques années, avoir Internet, c'est presque comme un droit, en fait. Donc, c'est impossible de priver qui que ce soit d'un accès à Internet, donc il faut absolument trouver d'autres solutions. Et une des solutions, ce serait d'accompagner les pays avec des sources d'énergie renouvelables pour éviter en fait, la dépendance aux énergies fossiles qui ont embêté et qui continuent à embêter massivement les pays développés. En fait, on en subit encore les conséquences en ce moment en particulier. La dépendance aux énergies fossiles se paye à un moment ou à un autre. Donc, une fois évoqué, on va passer au suivant, qu'on appelle l'obésité du web. Alors, comme je disais, ce terme, bon, il n'est pas de moi, hein, il vient d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Dash, qui est le fondateur de Green IT France. Et en fait, il nous parle d'obésité du web parce que depuis quelques années, en fait, on le voit sur ce graphique, on a en fait la consommation, la taille la taille d'une page web a énormément augmenté en fait ces dernières années, il continue à augmenter. Donc, il s'agit en fait du poids des données que vous allez devoir télécharger pour afficher votre page. Et en fait, on voit que en novembre 2010, on était à 460 kilooctets, et là, en février 2022, on était à 2200 à peu près. Donc, on a une multiplication par 4,6 en 12 ans, ce qui est quand même assez énorme. Et pour expliquer, je vais devoir introduire une notion qui est la notion de web, d'accéder à Internet sur un desktop, donc c'est un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, et le web mobile. Le web mobile, c'est celui auquel vous accédez quand vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette, par exemple.
Et en fait, pendant très longtemps, le web mobile était beaucoup moins lourd que le web desktop, tout simplement parce que les téléphones et les tablettes n'étaient pas capables de traiter autant d'informations. En fait, elles étaient beaucoup moins puissantes. Et donc, de ce fait, elles avaient le droit à des pages qui étaient plus légères pour faciliter l'affichage. Mais depuis quelques années, en fait, on voit que dans tous les graphiques que je vais vous montrer, que le mobile converge énormément avec le desktop et se rapproche beaucoup. Donc, en fait, même si le web mobile était beaucoup plus écologique et moins lourd, aujourd'hui, il devient aussi au moins autant au moins autant polluant que le web desktop. Donc c'est un nouveau problème et ça s'explique par le fait que nos téléphones sont de plus en plus puissants. Ces dernières années, ça a énormément évolué, ça continue à évoluer beaucoup. Également parce que c'est très facile d'avoir une connexion rapide en mobile maintenant avec la 4G et aussi la 5G qui se démocratise beaucoup en ce moment. Donc on a des pages, un des effets secondaires de ça, c'est qu'on a des pages web qui sont de plus en plus lourdes, ce qui est un gros problème pour l'environnement. Par exemple, ici, on peut aborder rapidement la taille des images. On voit que sur le mobile, c'était très léger pendant très longtemps, et sur desktop, ça a toujours été un peu plus élevé. Mais on voit qu'en fait, maintenant, ça converge, c'est quasiment identique. Donc, entre 2010 et 2022, la taille des images sur des pages web sur ordinateur fixe a été multipliée par 3, mais par 10 pour le mobile. Donc voilà, la multiplication est quand même beaucoup plus conséquente. Ça s'explique par le fait que les téléphones maintenant ont des écrans de très très haute résolution qui s'affichent de très belles images. Donc de ce fait, les développeurs se disent autant mettre de belles images à afficher directement. Alors, en ce qui concerne les images, on a une solution qui existe, qui permettrait en fait de baisser la taille des images. Et cette solution, c'est l'utilisation d'images vectorielles. Alors, qu'est-ce que c'est une image vectorielle? Il y a deux catégories d'images. Donc, la première, c'est la vectorielle, c'est celle-ci. En fait, une image vectorielle, elle est composée de formules mathématiques. Donc, en fait, on va demander à votre navigateur Internet de dessiner des courbes, de les remplir avec des couleurs, de faire des formes, en fait. Et à la fin, on va arriver à l'image. Et il y a une autre façon de faire une image, c'est avec des pixels, traditionnellement. Donc, ce sont des blocs de couleurs qu'on va coller les uns aux autres. Et ça, c'est l'image matricielle, donc en pixels. Alors, les images vectorielles, elles ont un énorme avantage par rapport aux images matricielles. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'image de base ici. Et en fait, en vectoriel, lorsqu'on l'agrandit, vu que ce sont des formules mathématiques, on agrandit juste les nombres à passer dans les fonctions, ce qui fait qu'au final, on va avoir une image qui garde tout son détail, en fait. Alors qu'une image matricielle va devenir pixelisée, parce que tout simplement, on n'a pas plus d'informations, en fait. On manque d'informations pour compléter l'image, et donc de ce fait, on a cet effet pixelisé pas très agréable à l'œil. Donc elles ont cet avantage qui est très intéressant. Elles ont un autre avantage, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus légères, parce que stocker des formules mathématiques, c'est beaucoup moins gourmand en espace que de stocker des pixels. Donc c'est quelque chose qui est très prometteur. Un autre problème qui participe à l'augmentation de la taille des pages, c'est l'augmentation du nombre de scripts. Alors, qu'est-ce que c'est un script sur Internet? Lorsque vous êtes sur une page web, que vous cliquez sur un bouton, que vous renseignez un formulaire, que à chaque fois que vous interagissez en fait avec une page web, ça passe par un script. Et le langage qui est utilisé pour ça s'appelle JavaScript. Et en fait, on constate encore une fois que la taille et le nombre de fichiers script a énormément augmenté ces dernières années. Et du départ, le JavaScript servait à rendre en fait les pages web interactives, ce qui était très pratique. Mais aujourd'hui, malheureusement, le principe a été énormément détourné. JavaScript est aussi beaucoup utilisé pour tout ce qui est publicité et pour traquer les utilisateurs de site en site. Donc, ce qui est un problème parce que ce n'était pas le but premier. Malheureusement, ça a été un petit peu détourné et on arrive à des pages qui sont plus longues à charger parce qu'en plus, elles vous traquent à côté, elles envoient des informations et elles veulent vous servir de la pub également. Donc, tout ça, ça s'ajoute encore dans l'équation et ça donne lieu à des gros problèmes écologiques également. Toutefois, il existe quand même quelques solutions. Alors souvent, lorsqu'on parle d'un logiciel, il y a quelque chose qui revient souvent. On nous dit, pour faire des logiciels qui soient plus écologiques, il y a une seule chose à faire, c'est qu'en fait, il faut les optimiser. Il faut que les logiciels soient extrêmement bien codés pour qu'ils s'exécutent le plus vite possible. Alors en théorie, c'est quelque chose qui marche très bien, mais malheureusement en pratique, en fait, Frédéric Bordage, donc la même personne qui parlait de l'obésité du web, disait que l'optimisation d'un code superflu, c'est comme créer du gras bio, alors que la véritable solution, c'est de ne pas produire de gras du tout. Concrètement, ça ne sert à rien d'optimiser quelque chose qui est superflu, autant tout simplement l'enlever, ça éviterait les problèmes.
Pour faire une analogie, je dirais qu'en fait, optimiser un code qui est superflu, c'est comme chercher à réduire la consommation de carburant d'un jet privé. Alors le jet, c'est louable, mais l'aberration, elle ne se situe pas dans la réduction de la consommation, elle se situe plus dans le fait qu'il y a des tas de jets privés qui circulent. Donc voilà, c'est plus une idée de recentrer un peu le problème sur d'où vient en fait le côté l'obésité du web. Également, en fait, une des choses qu'on pourrait faire, ce serait mieux former les développeurs web pour leur expliquer ces enjeux-là et leur faire utiliser des outils comme là, ici, j'ai l'image de Svelte, qui est un outil qui permet de créer des pages web très légères et très rapides à charger, et qui est en plus assez facile à prendre en main, mais que peu de gens connaissent malheureusement. Et donc, il existe des outils, des choses qui fonctionnent pour ça. Et donc, c'est tout à fait possible. Et enfin, on a une dernière chose qui est aussi importante. En fait, curieusement, lorsque vous utilisez un adblocker, donc quelque chose qui va bloquer les publicités sur votre navigateur, en fait, vous êtes très écologique parce que vous empêchez le chargement de plein d'images et de plein de publicités, de vidéos et de plein de scripts pour vous traquer à droite à gauche. Et en fait, vous avez des pages qui sont plus légères au final. Et donc, de ce fait, vous êtes plus écologique sur votre navigateur. Donc, en attendant d'avoir une vraie solution, je ne peux que vous conseiller d'utiliser un adblocker. Donc, tout ça, en fait, c'est un enjeu. C'est pas juste pour dire aux gens, ouais, il faut être écologique, c'est bien d'être écolo parce que c'est bon pour la planète. Mais en fait, il faut comprendre avant tout qu'un web plus léger, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le business. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, je pense. Parce que, en fait, si vous avez un site internet qui est plus léger, qui charge plus vite, qui va plus vite, il sera plus rapide déjà, évidemment. Il sera plus robuste. Donc, en fait, vous pourrez servir plus de personnes en même temps. Vous pourrez traiter plus de demandes en même temps sur votre site avant qu'il y ait de soucis de performance. Et aussi, ce sera moins coûteux pour vous parce que vous aurez besoin de louer des machines moins puissantes pour héberger votre site internet. Et en fait, vous paierez moins cher en transfert réseau. Enfin, ce sera juste moins coûteux pour vous. Et évidemment, un des aspects très importants ces dernières années sur le web, c'est l'expérience utilisateur. Et avoir un site, je pense qu'on déteste tous devoir attendre 5-10 secondes qu'un site internet se charge. Et avoir un site qui se charge plus vite, ça donne une meilleure expérience utilisateur et ça pousse la personne à rester davantage sur votre site. Donc en fait, c'est pas juste être écolo pour être écolo, c'est être écolo pour être aussi au service du client, au service du business. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas prendre un peu le temps de s'y pencher un peu plus. On va passer maintenant au dernier grand point de l'impact du web, qui est le plus gros en termes d'impact, justement, c'est celui de la vidéo en ligne. Alors, la vidéo en ligne, il faut savoir que ça représente, comme vous le voyez sur ce graphique, ça représente 60% de l'impact du web, ce qui est assez énorme. Donc, vous pouvez voir les sous-catégories. Donc, on a les vidéos à la demande, la pornographie, les tubes. Les tubes, c'est tout ce qui est tube, Dailymotion, ce genre de choses. Et les 18% autres, c'est toutes les vidéos qui vont traîner sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, ces vidéos-là, à elles seules, elles s'occupent 60% de l'impact du web sur l'environnement. Donc, c'est absolument énorme et ça fait que augmenter. Et les autres vidéos, dans les 20%, là, ça concerne ce qu'on est en train de faire actuellement, en fait, les vidéoconférences, ce genre de choses. Et le reste, les 20%, c'est tout le reste du web. Donc, en fait, tout le reste, à part les vidéos, ne consomme que 20%. Enfin, comment dire, n'est que 20% de l'impact du web. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. La vidéo émet autant de CO2 en un an que l'Espagne, ce qui est quand même assez énorme. Et en fait, cet impact qui augmente, il est dû à la démocratisation des plateformes de VOD. Donc, je pense à Netflix, Disney+, Amazon Prime, ce genre de choses. Donc voilà, on a l'impact qui augmente à cause de ça. Et également aussi, parce que de nos jours, c'est très très facile d'avoir accès à la vidéo de partout. Avant, c'était avec du temps de la 2G ou de la 3G, c'était un peu compliqué de pouvoir regarder des vidéos. Maintenant, avec la 4G et la 5G, c'est très très facile de regarder des vidéos, parfois en très haute résolution, même sur un appareil mobile. Et il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une norme qui se démocratise beaucoup en ce moment, c'est la 4K. C'est en fait une norme d'affichage qui propose une définition, donc une qualité d'image qui serait 4 fois plus belle, 4 fois plus importante que celle de la HD, de la Full HD qu'on connaît. Mais
s'accompagne d'une taille, d'une augmentation de la taille et des vidéos qui est assez importante. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, 1 minute de vidéo en 4K, c'est à peu près 320 mégaoctets, tandis qu'une minute de vidéo en HD, donc en Full HD, c'est 150 mégaoctets. Donc on a plus d'un doublement de la taille. Donc évidemment, si vous multipliez ça par le nombre d'utilisateurs, ça a des conséquences absolument énormes, ce qui signifie qu'il faut faire quelque chose. Alors, parmi les solutions, on en a une qui s'appelle, donc en fait, on appelle ça des codecs vidéo. Alors, un codec vidéo, c'est un algorithme qui va en fait faire en sorte de prendre une vidéo et la compresser pour qu'elle soit plus petite, plus légère en taille. Ça sert à réduire la taille d'une vidéo drastiquement. D'ailleurs, ça divise la taille d'une vidéo parfois par 10, par 20. Enfin, c'est utilisé depuis le début de la vidéo de toute façon, parce qu'on a toujours eu des problèmes de taille et la vidéo, ça a toujours pris énormément de place sur les disques en général. Donc voilà, très tôt, il a fallu s'occuper. Donc le dernier standard en date, il était censé diminuer encore diviser par deux le temps, diviser par deux la taille. Seulement voilà, on arrive en fait aux limites de ce que les algorithmes peuvent faire. Et en fait, au final, on a réussi à avoir qu'un algorithme qui était 30% plus efficace que l'ancien. Donc on est loin des 2 fois promis. Mais le problème, c'est que en plus, pour fonctionner cet algorithme-là, il demande 10 fois plus de puissance de calcul pour être décodé derrière. Parce qu'en fait, tout ce que vous encodez doit être décodé pour être visionné. Et donc, en fait, on se pose la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup, parce que ça demanderait à tous les utilisateurs de racheter un matériel qui serait plus puissant pour le décoder. Donc, en fait, on se demande si ce ne serait pas contre-productif au final et que si ça ne ferait pas plus de mal que de bien, parce que ça pousserait les gens à racheter du matériel toujours plus puissant pour pouvoir décoder. Et on se demande, ça générerait des déchets, tout ça. Donc, ça poserait un gros problème. Dans les autres pistes de solutions qui sont assez à la mode en ce moment, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour en fait améliorer les vidéos. Donc en fait, le principe de base, comme vous voyez sur ce schéma-là, le principe ce serait d'envoyer une vidéo basse définition, donc pas de très bonne qualité à l'utilisateur. Sur son appareil, il y aurait une intelligence artificielle qui chargerait de rajouter les détails qu'on a perdus, et ensuite on pourrait l'afficher en fait. Ce serait un peu l'objectif. Toutefois, voilà, c'est encore une technologie qui est très jeune. Bon, il y a des choses qui savent le faire. Je pense à NVIDIA RTX ici, ou des produits qui commencent à s'en occuper. C'est encore une technologie qui est très jeune et qui est encore impossible de le faire en temps réel. Ça demande une puissance de calcul qui est assez importante. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel, mais c'est encore jeune, et c'est la même chose que le problème précédent. Ça n'est rentable que si la qualité est suffisante et que l'impact de ces traitements-là, il est plus faible que si on reçoit directement une vidéo en très bonne qualité. Autrement, ça perd un peu tout son intérêt, malheureusement. Et enfin, dans les pistes de solutions à mentionner, tout simplement celle de légiférer, en fait, de proposer des lois pour changer un peu tout ça. Et la première chose qu'on pourrait peut-être faire, ce serait d'interdire la lecture automatique des vidéos sur Internet. C'est quelque chose qui, je pense, a embêté un peu tout le monde ici. Vous allez sur une page Internet, vous voulez consulter un article et il y a une vidéo qui se lance et qui va se lancer toute seule alors que vous n'avez rien demandé. Ça déjà, ce serait bien d'empêcher la lecture automatique, ça éviterait le chargement des vidéos. Et aussi, il y a une autre chose qui est pas mal avancée par le think tank que je mentionnais juste avant, donc The Shift Project. Eux, ils parlaient du fait de limiter la résolution de certains contenus. Donc, on pourrait imaginer que certains contenus qui ne sont pas essentiels, je pense notamment à certaines vidéos sur les réseaux sociaux ou à la pornographie, d'en limiter la résolution pour éviter d'avoir une pollution supplémentaire pour des contenus qui sont pas essentiels du tout, en fait. Donc, ce serait potentiellement une direction vers laquelle s'orienter. Alors, on peut se dire, oui, bon, voilà, le législateur, il ne va pas intervenir parce que pendant très longtemps, il n'a rien fait. Seulement, voilà, depuis peu, le législateur est intervenu. Vous avez peut-être entendu parler du RGPD. Donc, je crois que Cédric en a entendu parler, du règlement général sur la protection des données. Donc,
Donc, c'est quelque chose qui vous permet c'est une initiative européenne qui permet de protéger vos données et qui a été appliquée depuis quelques années. Et là, le dernier petit logo que je voulais vous montrer, c'est celui du plan Next Gen EU, qui est en fait un plan de relance post-Covid et qui met l'emphase sur l'avance de l'Europe d'un point de vue écologique et numérique. Donc, on est vraiment au cœur de ce problème-là. Donc, on se demande pourquoi il ne pourrait pas y avoir des législations qui seraient mises en vigueur pour, pour, euh, pour limiter l'impact du web sur l'environnement. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je peux peut-être rendre la main. Merci beaucoup Florian, pardon. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup Florian, c'était super. J'ai beaucoup apprécié la conférence. Je vais couper l'enregistrement avant de lancer les questions. D'accord.